Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Allez, on parle crème contour des yeux, déjà le matin comme ça. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Jean-Pierre Nadir. On parle de la Beauty Mix, c'est un investissement qu'a fait Jean-Pierre dans l'émission 2 de Jean-Pierre Nadir qui est avec nous ce matin, serial entrepreneur. C'est comme ça que vous avez qualifié le Figaro dans un portrait il y a quelques jours. Vous êtes un des piliers des voyagistes en France. Vous faites partie des jurés et investisseurs de l'émission d'M6 Qui veut devenir mon associé? Qui veut être C'est vous qui avez écrit Qui veut devenir. Ça marche dans les deux cas, je pense. Qui veut être mon associé saison 3. Donc c'est vrai que c'est une émission totalement addictive. On regarde ces jeunes entrepreneurs qui passent devant ce jury pas toujours facile. Marc Simoncini, Éric Larchevêque, il y a Anthony Bourbon qu'on avait reçu l'année dernière, Isabelle Chevalier, Delphine André. Bref, on va parler de ces... Isabelle Chevalier, c'est elle est drôle. Ouais, la québécoise. C'était moi. Non, moi c'est drôle parce que je trouve qu'ils ont une autre vision, les Québécois. Elle est très cash sur les montants, sur. Oui, elle va droit au but. Oui. Ouais. Alors le zapping avec vous, Gilles. Sud Radio Média. L'instant zapping. Valérie, Jean-Pierre, hier, Sébastien Jemel, le député de la 6e circonscription de la Seine-Maritime, s'est mis en colère hier lors de la commission de l'Assemblée sur les retraites. Et évidemment, c'est le sujet du jour retransmis sur la chaîne parlementaire. Les propos d'un de ses collègues qui indiquait d'offrir le loisir de travailler plus longtemps. Ça l'a rendu hystérique. Offrir le loisir aux gens de travailler plus longtemps, enfin, offrir le loisir de quoi? Les cas de sup. Les bourges que vous représentez, ils vont être experts en assurance, ils vont donner des conseils, et puis ils vont donner du sens à leur seconde vie. Et puis les gens pauvres, les gens modestes, ceux qui sont juste au-dessus du minimum vieillesse, dans votre projet de société, comme ils vont partir avec une décote massive, eux, ils vont être obligés de cumuler avec leur retraite de misère un boulot de misère. Enfin, sur quelle planète vous êtes ? C'est pas possible. Il faut assumer qu'on représente pas les mêmes. 64 ans, c'est bien ou pas? Disons que moi je pense que le problème est plus vaste que celui-là. On est un pays donc qui a des déficits énormes, qui a 3 milliards de dettes et qui a 1% de la population mondiale et qui redistribue entre 10 et 15% donc de ce qu'ils gagnent pas. Donc on récolte de moins en moins et on distribue donc de plus en plus. Donc il y a un problème de fond. Voilà. Donc moi je pense que le problème des retraites a été sans doute mal posé avec cette histoire d'âge. Ouais. Je pense qu'en fait il y a beaucoup d'autres choses. C'est ce qu'on disait. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait voilà, on s'est focalisé sur un seul critère au point même qu'on a perdu Laurent Berger dans la bagarre. Donc ça démarre assez mal en fait. L'actualité, Valérie, c'est aussi donc 45 minutes de la réunion du comité exécutif de la Fédération de football français pour décider du sort de Noël Le Graët. Alors hier, dans les rendez-vous politiques des matinales, les politiciens n'ont pas hésité à sortir la sulfateuse, ils en ont profité, comme s'en est amusé quotidien. Dans l'ordre de passage, je vous ai mis Fabien Roussel, Jordan Bardella, Alexis Corbière. Tous ces propos, toutes les sorties de route de M. Le Graët sont inacceptable. Il a des gamelles aujourd'hui qui ferait pas lire un chef étoilé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que probablement le Dre January, c'est peut-être pas son truc. Ah, vous pensez qu'il y a de picole? Je sais pas. Ceux qui aiment le foot, je sais pas s'ils croient encore. Il faut qu'ils arrêtent de croire au Père Noël parce que c'est le Père Fouettard, quoi. Voilà, c'était les hommes politiques. On saura à 11h ce que le comité va décider. Vous qui êtes un homme du voyage, vous avez fait fortune grâce au voyage, vous devez être sensible à ce qui se passe, c'est-à-dire à la hausse des tarifs de train qu'on est désormais obligé de prendre. Il n'y a plus d'avion. Du coup, les gens s'organisent pour payer le moins cher possible. C'était un reportage hier dans le 20h de France 2. Des trajets de plus en plus coûteux. Depuis aujourd'hui, les trains et intercités affichent des prix 5% plus chers. Un Paris-Bordeaux coûte 7 € de plus qu'hier, 118 € maximum au lieu de 111. Certains voyageurs s'organisent déjà pour contourner ces hausses. On va diminuer les quantités de voyages. On passera sur le covoiturage. Moi, c'est pas trop mon truc, mais s'il faut y aller, j'irai. Oui, alors je m'y prends en avance, un mois en avance, puisque j'ai souvent mes déplacements en avance, et ce qui me permet d'avoir un meilleur tarif, mais vraiment. C'est cher de voyager maintenant.
Bien sûr, donc et surtout donc ce qui est désastreux, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire qu'on va on va privilégier la voiture donc qui pollue énormément, donc au détriment du train qui est le modèle absolu donc en matière de transport écologique. Et donc alors la question posée, c'est pourquoi le train est-il si cher, puisque à la fin en plus la SNCF perd de l'argent. Bah oui. Voilà, donc c'est une vraie question. Voilà, moi j'ai des réponses. Évidemment qu'il y a un coût structurel donc du service qui est trop élevé, et en plus le service est de moins en moins bon. Donc tu payes de plus en plus cher pour un service de moins en moins bon. Ça. Ah ben oui, bien sûr, mais je vous les nettoyez, c'est ça? Non, pas du tout. Je dis que moi je pose clairement les sujets, c'est-à-dire qu'à chaque fois, si vous voulez, on dissocie les choses. On dit d'un côté effectivement donc c'est bien de faire des grèves parce qu'ils défendent leurs intérêts, notamment donc on a vu à Noël. Pendant ce temps-là, donc on empêche un tas de gens qui ont peu de moyens effectivement de pouvoir se déplacer. On nous parle des gens qui ont peu de moyens tout le temps, mais là à Noël on les a empêchés de rejoindre leur famille. Bon, moi est-ce que c'est normal? Moi je dis non. Deuxièmement, donc on me dit la SNCF c'est trop cher, et par ailleurs je constate qu'ils perdent de l'argent. Donc normalement une boîte qui a des tarifs élevés, elle gagne de l'argent à l'arrivée. Et là c'est pas le cas. Donc où est le problème? Cette nuit, c'était la 80e Valérie édition des Golden Globes, où tout le gratin de Los Angeles est revenu enfin dans la salle. Je vous y ai pas vu. Après une année d'arrêt, Cate Blanchett a obtenu le prix de la meilleure actrice. Steven Spielberg a remporté celui du meilleur réalisateur pour son film The Fabelman, qui sortira en février, où ça raconte un peu son histoire. Une cérémonie diffusée sur Canal+, où Eddie Murphy, alors pour vous, entrepreneur, j'ai choisi ce son pour vous. Il va vous donner 3 secrets de la réussite pour réussir dans le monde du cinéma. Écoutez. C'est très simple. Il y a 3 choses à faire. 3 choses. Pay your taxes. Payez vos impôts. Mind your business. Occupez-vous de vos oignons. And keep Will Smith's wife's name out your Et ne parlez pas de la femme de Will Smith. C'était le moment d'humour des J'avais une question. Pourquoi il n'y a pas eu Avatar? Pourquoi ils n'ont pas eu de... je crois que c'est ceux du 2022. De l'année dernière. D'accord. Je crois. Je pense qu'Avatar aura... mais je sais si c'est nos Oscars, mais c'est une bonne question. Et le Golden Globe du meilleur acteur est revenu à Austin Butler, Valérie, pour son incroyable interprétation d'Elvis Presley dans le biopic Elvis. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Film remarquable. On a pris avec le réalisateur un extrait où c'est Austin Butler qui chante et qui chante du Elvis. Ça s'appelle Baby Let's Play House. School. You may have a pink Cadillac, but don't you be nobody's fool now, baby. Come back, baby. Ça fait du bien le matin. Bon, c'est pas Elvis, hein, c'est... ça ressemble un peu quand même, non? C'est un peu du nez quand même, non? Non? Ouais, un peu, c'est vrai. Un peu. Mais non, ça fait du bien le matin. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jean-Pierre Nadir, voilà, qui veut être mon associé, saison 3 sur M6 ce soir, 21h20, 21h10, à tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jean-Pierre Nadir. Alors, votre métier, c'est quand même voyagiste engagé. Vous aviez créé Easy Voyage. Vous êtes toujours évidemment passionné par ce secteur, mais vous avez été contacté par M6 pour participer à cette émission Qui veut être mon associé. C'est la saison 3. Vous faites partie quand même des têtes d'affiche, de ceux qui marquent cette émission. Alors, aux côtés donc de Marc Simoncini, on les a cités, Éric Larchevêque, qui y a encore Anthony Bourbon, Isabelle Chevalier et Delphine André. Tous, vous êtes là pour juger et aider éventuellement, investir dans des entreprises, dans des start-up. Comment vous avez accueilli, vous, cette proposition? Bon, c'est pas la première année, mais vous continuez. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette aventure? Disons qu'au départ, j'ai été assez hésitant sur la première année, qui était donc la deuxième saison. Moi, j'ai commencé l'an dernier. J'étais assez hésitant parce que je trouvais que le format donc était compliqué, c'est-à-dire à 21h faire adhérer du grand public donc à des problématiques d'investissement, ça me semblait donc une mission quand même très difficile. Et donc je connaissais le format américain, mais qui est un format donc comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, donc en regardant donc notre amie Isabelle Chevalier, donc qui a un format très direct, très business très en fait. Voilà, on parle beaucoup d'argent. Donc combien ton affaire va me rapporter? Combien ça va me rapporter ton affaire? Voilà. Combien t'en veux de ton truc? Bon. Et alors que nous, on est beaucoup plus dans l'émotion quand même. C'est-à-dire qu'il y a un partage effectivement donc d'expérience, et c'est ça le génie en fait de la production, c'est d'avoir réussi à mélanger quand même les genres et avoir des cas très
très différents. On parle évidemment donc de business, de retour sur investissement, mais on parle aussi donc de projet de vie, on parle aussi donc de stratégie personnelle, de retournement. Donc et donc il y a beaucoup d'émotions et on vit cette émotion sur le plateau. Et il faut savoir qu'au-delà de l'argent, donc on prend aussi des engagements vis-à-vis de ces gens, donc de les aider, de les accompagner, de partager nos réseaux, notre expérience. Et donc ça dépasse le cadre de l'émission. C'est-à-dire que l'émission ne s'arrête pas quand les caméras sont coupées. On continue et tous les jours on a nos participations et on les aide donc à avancer. Ça sera le cas ce soir. Il y a un cas particulier qui est Cadicis. Je ne sais pas si vous étiez parmi ceux en écoute. C'était une femme qui a décidé de faire de l'hébergement façon Airbnb et elle veut réserver une partie de cet Airbnb aux femmes battues parce qu'elle-même a été battue. Vous verrez le cas ce soir. Vous verrez s'il y a des investissements ou pas. Ça doit être compliqué de dire non. Exactement. C'était un cas très fort, en plus qui était très très bien porté, un peu si vous voulez comme Ashley l'an dernier. Je vous rappelle donc le cas d'Ashley Mayaidi, donc une ancienne droguée qui lance son application pour aider les gens donc à lutter contre les addictions. Là, c'était à peu près du même acabit avec à peu près le même type de femmes, c'est-à-dire des femmes très déterminées, des femmes résilientes. Et résilient, c'est un mot maintenant que tout le monde emploie, mais alors là pour le coup, on peut dire qu'effectivement donc il est adapté à la situation, c'est-à-dire qu'elles ont réussi donc à dépasser un cadre qui les tirait par le bas et qui était quasiment définitif quand on est drogué au crack ou quand on est femme battue depuis des années. C'est quasi impossible de sortir de cette condition. Et donc là, on a des caractères extrêmement forts qui nous expliquent comment ils ont fait et qui donc sont des messages d'espoir au-delà du business, sont les messages d'espoir pour tous ceux qui regardent et qui sont dans des situations donc plus ou moins similaires. C'est-à-dire que très souvent, on écoute nos petits problèmes et quand on est face à des gens comme ça, on se dit vraiment, il y a des leçons de courage en fait qui sont fantastiques. Mais sans spolier l'émission parce que c'est diffusé ce soir, ça va être compliqué pour elle. Et comment ne pas mélanger les sentiments l'affectif et le business. Oui, moi je pense que le problème c'est que je peux pas répondre à la question complètement bien sûr. compte tenu du programme ce soir. Mais ça va donner aux gens d'envie de regarder. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est typiquement un cas où elle a besoin d'accompagnement parce qu'en fait elle a une vision du business qui est une vision donc assez angélique, même si elle est déterminée et combattante, et donc elle a besoin effectivement d'encadrement, elle a besoin de partage d'expérience, et j'espère que elle aura trouvé un investisseur et que celui-là sera capable de l'accompagner. Ça veut dire que c'est une mentalité d'être entrepreneur? Ah oui, je pense que je pense qu'on c'est un ADN effectivement, c'est-à-dire que on peut reprendre les fameuses phrases célèbres, donc on ne devient pas femme, on le devient. Enfin, on n'est pas femme, on le devient. Moi, je pense que là, pour le coup, on est entrepreneur. Donc, c'est-à-dire que c'est un état d'esprit dès le départ. Voilà. D'ailleurs, à la question pourquoi vous êtes devenu entrepreneur, donc la seule réponse qui vaille, c'est parce que je sentais que c'est ça qu'il fallait que je fasse, quoi. C'est-à-dire que globalement, moi, je me suis jamais posé la question. Très vite, j'ai compris que c'était mon destin. Oui. On va parler plutôt alors des émissions passées, des investissements que vous avez faits. Quel bilan vous en tirez? Quelles sont les entreprises qui, pour le coup, ont vraiment performé? Moi, j'ai fait 2 investissements donc en saison 2, 3 investissements donc majeurs. Donc Biotimix, donc qui est le Thermomix de la beauté, donc ce petit robot, et vous recevez vos produits de beauté, vous les faites vous-même et vous baissez le coût donc de ces produits de manière extrêmement forte. Donc c'est ce qui m'avait plu, c'est-à-dire cette idée de démocratiser l'accès aux produits de beauté avec une solution simple en termes d'exécution et qui est portée par une femme remarquable, Nelly Pritt, qui a toutes les qualités, à la fois très intelligente, très déterminée, et en plus qui sait entraîner donc ses équipes. Et du reste, Emma a entraîné. D'ailleurs, c'était un cas qui était un cas très marrant parce qu'on s'est battu avec Éric Larchevêque quasi physiquement pour emporter le morceau ou le dossier. Donc c'était un moment assez rigolo de l'émission. Donc c'est l'entreprise la plus rentable. Oui, aujourd'hui c'est l'entreprise. Je pense que de la saison 2 et de la saison 1, c'est l'entreprise qui a le plus performé effectivement donc à date, puisqu'elle va le faire 2,6 millions donc de chiffre d'affaires pour un résultat de 300 ou 400 000 euros, et donc et avec en fait les moyens qu'on lui a donnés, c'est-à-dire qu'on a apporté, moi j'ai apporté 300 000 euros, mais c'est pas des moyens énormes dans un monde de la cosmétologie qui, en général, donc dévore des capitaux extrêmement conséquents. Donc c'est plutôt une réussite magnifique. Et puis après, moi j'ai investi dans cette entreprise donc qui maintenant est quasiment la emblématique de notre émission, qui est Papépille, donc ce couple donc qui a hypothéqué sa maison et qui était un fermier qui a arrêté donc de porter la blouse pour se lancer dans l'entrepreneuriat et qui raconte son histoire donc
tous les jours sur LinkedIn et sur Instagram. Ils ont créé une communauté donc extrêmement forte et eux ils sont passés d'un chiffre d'affaires donc de moins de 200 000 euros, donc plutôt proche de 100 000 à 750 000 euros. Donc oui, donc ils ont eu une progression absolument incroyable. Tout n'est pas réglé parce qu'après il y a une dimension industrielle qu'on avait évoquée sur le plateau, c'est-à-dire que le métier effectivement donc du biscuit est un métier très compliqué, mais ils apprennent très vite, ils s'investissent, ils travaillent énormément. Hein, ça, il faut toujours mettre cet élément en avant. S'il y a bien un point commun de tous ces gens-là, c'est le courage, l'investissement et le travail. Oui, la passion. Mais s'il n'y avait pas eu l'émission, ils n'en seraient pas là? Ah non, je pense que c'est une très bonne question. Je pense que l'émission a révélé un certain nombre effectivement donc d'entreprises donc et entrepreneurs qui n'auraient pas eu le même destin s'ils n'étaient pas passés dans cette émission. D'ailleurs, moi, j'aurais rêvé à leur âge d'avoir une émission comme celle-là, donc pour pouvoir donc à la fois avoir du réseau, de l'écho et tout de suite c'est dans pas le que de grand bain. l'argent, c'est aussi de l'accompagnement, c'est des conseils, c'est là où alors c'est des conseils de notre part et puis c'est une exposition médiatique qui est extrêmement forte. L'émission a fait presque 2,2 millions donc au pic de la première diffusion donc la semaine dernière. Les la sites plupart internet sont les sites internet tombent, la plupart des acteurs vendent leur stock immédiatement et ça crée une dynamique. Là où c'est compliqué, c'est d'anticiper la suite et de profiter de ce moment pour créer donc une dynamique qui va durer. Voilà, parce que si effectivement tu exploites 48 heures formidables et puis après il se passe plus rien, bah t'as un peu loupé ton coup. Alors Valérie, dans cette émission depuis la saison 2, il y a le Bernard Tapie de l'émission, Anthony Bourbon, hein, c'est le grand offensif. Et puis alors je vous ai ressorti évidemment ce clash où à un moment vous étiez un peu le papy de l'histoire face à lui. Il essayait de vous faire la leçon, écoutez. Tu fais exactement comme ceux qui critiquaient au début Airbnb, qui disaient mais qui va louer son appartement? Mais non, ça n'a rien à voir. Airbnb, ça existait déjà avant. Airbnb, c'est ton monde, c'est du marketing. On a toujours loué des pioles, on a toujours fait de la coloc et les bed and breakfast en Angleterre, ça existe depuis un siècle. 50 ans. Donc si tu veux, la réalité, c'est que toi, en fait, tu vois tout par le biais du marketing. T'as le droit. Non. Mais encore une fois, mais ne pense pas que parce que t'as réussi un truc avec tes poudres, t'as un avis universel et absolu sur tout. Mais c'est toi qui penses que t'as un avis universel. Pas du tout, parce que moi, je l'ai pas condamné. Personne t'oblige à acheter sa solution. On vous en a parlé de ce clash. Mais il est comme ça dans la vie, c'est-à-dire qu'il fait le marketing. Enfin, dans votre exemple, c'est plutôt moi qui est lead, hein, donc sans vouloir effectivement donc me donner le bon rôle. Non, mais en fait c'était une passe d'armes qui était après le passage du candidat, donc qui était vraiment un moment entre nous. Alors quand je dis ça, on me dit tu connais la télé, tu sais très bien qu'effectivement ils vont et qu'ils vont le montrer, etc. Très franchement, c'était pas du tout l'objectif. C'est-à-dire que ça a été un moment d'échange un peu effectivement donc viril, mais pour le coup très respectueux. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup le jeune Anthony Bourbon. Donc, je pense que la même manière de voir les choses non plus. Oui, mais on est très copains. Et du reste, donc sur ce cas précis, donc Life, il a fait un pivot total. Et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils présentent aujourd'hui, n'a rien à voir avec le débat qu'on a eu. Parce que je rappelle que c'était un QR code qu'on mettait sur les tombes, avec une petite vidéo enregistrée qui vous disait hello les amis, de là où je suis, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et moi je dis ce truc-là, ça marchera jamais. C'est bidon. Et c'est bidon pourquoi? Parce que en fait ça tuait un élément très fort, je pense, donc du passage sur une tombe, qui est le recueillement. Et le recueillement, en fait, c'est un moment où chacun donc a en tête des éléments qu'il a vécu avec cette personne. Et peut-être que c'est pas les mêmes éléments que celui d'à côté. Et voilà, moi quand je vais sur la tombe de ma mère, j'ai aucune envie de voir une vidéo donc où elle me dit. Oui, mais aux États-Unis, ça existe. Je sais pas, Gilles qui connaît bien les États-Unis, à Los Angeles, vous avez des bornes en fait où vous tapez le nom du défunt et il y a une espèce de vidéo qui vous raconte sa vie. Donc ça existe avec des images. Mais ça n'a pas donné un gros business pour l'instant. Marc, vous avez prononcé le mot de marketing. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui tout est marketing et peut-être un peu trop? C'est-à-dire qu'il n'y a plus des gens comme vous, je pense à Jean-François Réal, qui se sont lancés avec la passion. Après le marketing arrive, mais aujourd'hui sur ces jeunes-là, est-ce que c'est une donnée essentielle? En tous les cas, moi je pense qu'il y a la première des données, évidemment, donc c'est le produit. En fait, aujourd'hui, il y a la mission d'un côté, le marketing donc de l'autre, c'est-à-dire le faire savoir, en fait. Bon, et puis souvent on oublie un peu le produit. Ouais. Et d'ailleurs, dans les pitchs qui nous sont proposés, on a souvent une construction qui est un peu la même, qui met le produit en dernier. Moi, je dirais que j'ai la culture du produit et donc du bon produit. Bon, donc ce soir, il y a des trucs incroyables. Moi, j'ai aimé Aglaé qui propose d'éclairer une ville avec l'aide des plantes.
Ça a l'air assez dingue. Il y a Jean Gabriel qui se lance dans l'aventure de Human and Drones. Plein de choses à découvrir, et c'est vrai qu'ils sont assez touchants. Le pauvre Jean Gabriel, vous verrez aussi. Voilà, le coussin d'air pour aller aux toilettes et se sentir mieux. Oui, c'était un moment aussi spécial de l'émission. Spécial que vous verrez. Eh ben, merci beaucoup Jean-Pierre Nadir d'être venu nous voir ce matin. Bonne route, bon vent, et donc ce soir M6. Regardez, vraiment les cas sont rigolos. Et il y a une deuxième partie aussi avec Que sont-ils devenus. On verra justement la suite. Voilà, ça c'est important encore une fois de voir l'impact qu'on a sur la durée. Qui veut être mon associé, saison 3, ce soir, M6, 21h10. Merci à vous. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin.